nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Bonjour, c'est Nicolas Dufourcq, le patron de la BPI. J'ai compris en entendant Cédrico l'autre jour que on pouvait se donner le droit de capturer l'introduction de 40 nuances de Next. Alors je vais le faire. Et pour vous dire que on se rapproche à grande vitesse maintenant de l'été. Comme prévu, la crise du Covid s'éloigne à une vitesse incroyable dans le passé, quasiment à la vitesse de la lumière. On finit par se demander au fond ce qui nous est arrivé dans ce printemps 2020 et on se projette en totalité vers l'avenir. On le fait d'autant plus que, comme nous sommes tous des entrepreneurs, nous partageons cette responsabilité énorme qui est de réveiller le plus vite possible la société française et d'accélérer. Voilà. Ça, c'est notre responsabilité. C'est de faire en sorte que la fusée redécolle verticalement et que les dégâts collatéraux de ce qui s'est passé, et qui, encore une fois, est rentré dans le passé, soient aussi limités que possible. Voilà ce que je veux vous dire. Donc, BPI France banque plus jamais de l'énergie, de la volonté, de l'optimisme, et banque des tendances qui s'accélèrent à une vitesse incroyable. Eh bien, c'est avec énergie et optimisme qu'on repart cette semaine encore avec Olivier Mathieu, mon acolyte, cofondateur de Price Minister, investisseur. Olivier, est-ce que tu es prêt à lancer cette émission ? Bien sûr Thomas. Tu es le fondateur de Feuille Blanche, également du collectif Les OVNIs. Ravi de recevoir Jonathan Cherki. C'est un entrepreneur très emblématique. Je me permets déjà de dévoiler qu'il est à New York en ce moment en direct avec nous. Déjà, je te salue, Jonathan. Est-ce que tu nous entends bien ? Tu es là ? Salut Olivier, salut Thomas. Ravi d'échanger ensemble. Salut Jonathan. Donc Jonathan, tu es le fondateur et le patron de Content Square. Donc c'est une des startups du Next 40. Donc 40 nuances de Next, c'est le podcast dédié à ces champions de la French Tech. On a autour de nous un certain nombre de partenaires qu'il est important de citer parce qu'ils nous accompagnent tout au long de la collection de 40 nuances de Next. Donc on a Madines, le journal des nouvelles technologies, La Tribune, on a également France Digital, la French Tech qui nous accompagne et on peut citer et accueillir aussi avec bienveillance et bienvenue notre nouveau partenaire qui est un partenaire bancaire, je cite Neuflis EBC. Et donc, on a toujours cette ambition, nous, d'avoir des partenaires qui sont pas des sponsors ou des annonceurs comme dans une émission de radio traditionnelle, mais qui sont des vrais partenaires éditoriaux. Donc, on entendra également le président de Neuflis EBC France prendre la parole et poser une question à Jonathan Cherki. Il y aura beaucoup de questions dans cette interview pour toi, Jonathan. Si tu es prêt, on va pouvoir lancer tout de suite le premier jingle et découvrir quelle est la substance de cette nouvelle licorne qui est Content Square. C'est parti. Beach over beach. Beach over beach. Alors, j'ai présenté Content Square à mon grand-père qui n'a pas compris ce que tu faisais, mais c'est évidemment pas ta cible. On te propose donc avec Olivier d'expliquer simplement à mon grand-père quelle est ton activité. On va essayer de faire en sorte que ça soit compris par grand-père, père, frères et sœurs et enfants. Content Square, c'est une technologie qui aide à augmenter le taux de conversion, les ventes des sites internet, le ratio des gens qui arrivent sur le site web et qui achètent. Et pour pouvoir faire ça, on a développé un logiciel qui suit le mouvement de la souris des gens, ou sur le mobile, les touches, les swipes, les zooms, toutes les interactions utilisateurs, pour comprendre ce qu'il faut améliorer en termes de contenu, en termes de navigation, en termes d'ergonomie, en termes d'erreurs, en termes d'e-merchandising, en termes de produits. Donc on collecte tous les jours des centaines de milliards de comportements utilisateurs et le logiciel vient envoyer des recommandations d'optimisation pour faire en sorte que la navigation et l'expérience soient plus agréables. Pendant longtemps, le meilleur moyen d'améliorer les ventes, c'était de faire venir des gens sur le site web. Et les coûts d'acquisition ont augmenté, les gens viennent sur mobile,
les volumes sont de plus en plus importants. Donc, le sujet d'amélioration de la conversion, l'amélioration des ventes, de la digitalisation des entreprises est devenu plus important. On comprend ce que tu fais, tout ça est anonyme et derrière, on apporte des suggestions pour faire en sorte que le parcours soit le plus efficace. Alors là, tu nous présentes et tu fais le travail de pitch qui est bien connu des start-upers, notamment quand ils se présentent soit à des nouveaux clients, soit à des investisseurs. Est-ce que tu peux aussi pour qu'on arrive à réaliser concrètement ce qu'est Content Square, nous donner quelques indicateurs, ceux que tu as le droit ou que tu considères comme pertinents, sans dévoiler de secrets concurrentiels, mais qui nous permettent de mesurer un peu la dimension de Content Square qui est sur une trajectoire d'accélération très très forte. Donc il y a tout notre respect là-dedans, mais c'est intéressant de partager quelques KPI, comme on dit, des Key Performance Indicators. Oui, alors Content Square compte 700 clients, 650 collaborateurs, des bureaux à Paris, Munich, Londres, New York, San Francisco, Tel Aviv, Tokyo, Singapour, 200% en termes de croissance en 2019, a levé autour de 310 millions de dollars ces 4 dernières années. Voilà quelques indicateurs principaux que je peux vous partager. 55% de notre activité en Europe, 40% aux États-Unis, 5% en Asie. Écoute, puisque tu nous parles de l'international, c'est peut-être intéressant parce que c'est vrai qu'on a souvent en tête l'idée que les startups françaises ont du mal à être vraiment internationales. On reproche ça parfois à l'écosystème French Tech de penser uniquement le marché français et de souffrir peut-être parfois de l'analyse que le marché français est un marché finalement de taille moyenne, donc on pourrait s'en contenter. Il y a des petits marchés, comme le marché israélien ou les marchés scandinaves, qui sont petits, mais qui du coup ont généré des entrepreneurs qui ont tout de suite voulu sortir des frontières. Alors qu'en France, on a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont parfois contentés du marché français, ce qui n'est pas le cas souvent de la nouvelle génération. Le Next 40, là tu viens de le dire, avec plus de 700 collaborateurs, tu montres que d'une part, on crée des emplois. Ça pourra faire taire un fantasme parfois un peu négatif qui dirait que dans les startups, il n'y a pas d'emploi. Et puis aussi que c'est pas forcément international, ce qui n'est pas ton cas, tu l'as dit, avec la multiplicité des bureaux que tu as ouverts à travers le monde. Et du coup, je crois qu'on a une question là-dessus, donc c'est peut-être l'occasion de la lancer, si tu veux bien, Thomas. Je vais inviter notre premier journaliste en la personne de Madines. Vous avez un message. Bonjour, voici ma question. Le financement des licornes françaises passe-t-il nécessairement par les États-Unis? Donc c'était Géraldine Russell, journaliste de Madines. Et bon, c'est une bonne question. Je précise avant de te laisser répondre, peut-être, Jonathan, de dire que tu fais partie de ces entrepreneurs qui ont décidé d'aller vivre aux États-Unis. C'est un point qui est évidemment intéressant parce que c'est un choix de vie, c'est une ambition pour l'entreprise, mais c'est aussi, tu es parti avec femme et enfants et tu t'es installé à New York, donc tu as franchi le cap outre-Atlantique. Oui, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que le marché américain est l'un des plus gros marchés en termes de e-commerce. On a une ambition mondiale et que pour être un leader mondial, il fallait qu'on soit aussi leader dans le plus grand, en tout cas dans l'un des plus grands marchés avec l'Asie. Ensuite, à titre personnel, c'est une super aventure humaine. Si vous m'entendez parler anglais, peut-être qu'on fera un ou deux mots en anglais, vous verrez que mon charming French accent est très marqué et le fait de pouvoir donner la chance à mes enfants de vivre dans un autre environnement, c'est super. Donc, j'y suis parti avec une femme et une femme extraordinaire et un enfant. J'ai eu le plaisir d'avoir un deuxième enfant qui est né aux États-Unis. Je dirais qu'aujourd'hui, en fait, on est dans un monde global. On n'a pas le choix que d'être international. C'était peut-être différent il y a 10-15 ans, mais avec la disparition des frontières grâce à Internet, notre enjeu, il est partout. Donc, il faut qu'on soit capable de pouvoir accompagner les entreprises où qu'elles soient. Et pour répondre à la question de Géraldine, même la dimension de financement outre-Atlantique ou américain, elle est en train de disparaître parce qu'il y a des fonds partout. Que si on prend un de nos autres investisseurs, par exemple Euraseo, il est aussi déployé globalement. C'est le cas de Highland Europe. Alors, on a certes des investisseurs américains au capital, mais je dirais que c'est de moins en moins une nécessité pour performer aux États-Unis ou à l'étranger.
Alors, tu évoques Euraseo, je te propose d'écouter justement une des questions de tes investisseurs. Alors, on avait une autre question sur l'international, mais je pense qu'on poursuivra après. Je te propose de l'écouter. Vous avez un message. Bonjour Jonathan. Alors si tu te souviens, on s'est rencontrés pour la première fois en 2016 et à ce moment-là, tu levais ta série A. Donc tu as attendu 4 ans entre le moment où tu as créé Content Square et le moment où tu as levé ta série A, ce qui est assez peu commun. Et la question que je voudrais te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu regrettes d'avoir attendu ou au contraire, est-ce que le fait d'attendre avant ta première levée de fonds, c'est quelque chose que tu recommanderais à tes pairs et aux futurs entrepreneurs? Donc, merci Yann pour ta question. Bon, ça dépend vachement des secteurs d'activité parce que certains sont plus consommateurs de capital que d'autres. Mais je dirais que pour notre aventure, avant de se mettre à investir massivement, il était important pour moi de cocher un certain nombre de cases. Un, d'avoir le bon produit. Et souvent, on itère avant de trouver sa martingale. 2, être sûr que le marché était mûr à absorber une croissance forte. 3, être entouré. Content Square, c'est la seule et unique boîte dans laquelle j'ai le plaisir de venir travailler chaque jour. Donc, j'ai jamais travaillé ailleurs qu'au Content Square. Donc, j'avais besoin d'avoir autour de moi des gens d'expérience prêts à être investis à 4000% pour développer l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est entouré je me suis entouré de différents partenaires qui sont devenus des associés de l'entreprise et qui ont apporté toutes leurs valeurs. Tu as le sentiment que des fois, on va lever trop tôt? Je dirais qu'il faut être prêt à l'investir, cet argent, et savoir où l'investir et comment l'investir. Dans mon cas de figure, ces 4 années qu'on a passées, à mon avis, elles étaient nécessaires et peut-être que l'aventure aurait été différente si on avait levé de l'argent avant. En tout cas, on était prêt à l'injecter, cet argent. Dans le produit, dans le développement de nouveaux pays, exemple, on a ouvert l'Angleterre début 2016, 9 mois avant de lever une série A de 20 millions de dollars. Et le fait d'avoir commencé à réussir en Angleterre nous a renforcé et conforté dans notre stratégie en se disant bon, c'est bon, on a coché un pays, on devrait pouvoir démultiplier l'approche dans les différents pays. Et même pour moi, à titre personnel, je voulais être sûr que quand on allait envoyer un peu plus l'énergie et la sauce, on soit prêt, on soit structuré pour pouvoir y arriver. Après, la réalité des choses, c'est que quand on lève de l'argent, c'est pour réaliser un plan de financement. On vient récemment d'annoncer une nouvelle levée de fonds de 190 millions de dollars. Elle est associée à un plan de financement sur les 3 à 5 prochaines années. Je rappelle que ça fait partie aussi des très bonnes nouvelles qu'il y a eu pendant le confinement. J'imagine que peut-être tu y travaillais quand même un peu avant, mais c'est vrai que de lever des fonds dans cette période de crise, c'est aussi une prouesse qu'on se permet de saluer. D'ailleurs, je précise que Yann qu'on a entendu tout à l'heure, je sais pas si on l'a dit, mais c'était Euraseo, un des très gros fonds français. Et donc Nicolas Dufour, qui est le président de la BPI, qui nous a fait l'honneur de faire l'introduction de ton podcast, c'est aussi un des investisseurs, je crois, de Content Square. Donc oui. Tu as une diversité d'acteurs publics, privés, français, internationaux qui est très forte et très large. C'est peut-être aussi le moment d'écouter la question de France Digital, qui est un de nos partenaires récurrents, en la personne de Nicolas Brienne, parce que ça nous permet de continuer un petit peu sur cette thématique de l'international, puisque sa question concerne aussi ce plan-là. Donc je relance le petit jingle qui nous amuse beaucoup. Vous avez un message. Tu es un des rares fondateurs d'une S40 à vivre aux US. Et moi, j'ai une question assez simple pour toi. C'est quelle erreur tu as commise en arrivant aux US, en étendant Content Square aux US, que tu conseillerais aux autres de ne pas commettre? Alors, c'est une super question. Et on commet beaucoup d'erreurs quand on arrive dans une nouvelle culture et un territoire qu'on ne connaît pas. Dans mon mode de fonctionnement, suite à la série A, je suis parti aux États-Unis et je me suis dit que pour réussir dans ce territoire, il fallait investir massivement. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir émerger. En revanche, je me suis mis à embaucher beaucoup de gens, une trentaine de personnes en année 1. Et j'ai parfois, voire même souvent, dans cette première année, pas très bien embauché. En même temps, j'avais en face de moi des machines de guerre de vente, des gens qui arrivaient très bien à se vendre. Et après chacun de mes entretiens, j'avais l'impression d'avoir embauché quelqu'un d'extraordinaire. Ça, c'est assez culturel. D'ailleurs, je vois mes enfants à l'école, quand ils vont
quand ils arrivent le lundi, on leur demande souvent de raconter leur week-end. Et même s'ils ont passé un week-end pourri, ils doivent le présenter comme si c'était un week-end génial et extraordinaire. Donc, l'éducation américaine pousse à savoir se vendre. Ce que j'ai en revanche fait, c'est changer très rapidement. Donc, j'ai embauché pas mal de gens, j'ai eu beaucoup de turnover aux États-Unis. J'ai beaucoup investi sur ce territoire. Il nous a fallu 6 mois pour pouvoir décrocher nos premiers clients. En revanche, on s'est mis tout de suite à signer des marques prestigieuses comme Walmart, comme Tiffany, comme Goldman Sachs, qui ont confirmé le fait que le marché américain était un marché à fort potentiel pour nous, avec des deals qui étaient plus gros que ce qu'on pouvait faire en Europe et qui ont facilité du coup le développement de Content Square. Deux questions sur le business, Jonathan. Aujourd'hui, aux États-Unis, mais pas que, t'as des concurrents. Comment vous positionnez face à eux? Et je pourrais te laisser enchaîner avec une autre question, mais qui est plus sur le fond. Tu travailles sur le comportement des internautes et des mobinautes notamment. Est-ce qu'il y a des comportements qui sont particulièrement étonnants que t'as pu constater ou qui semblent peut-être pas aller de soi quand finalement on rentre pas dans les datas et dans les analytics? C'est 2 bonnes questions. La première sur la concurrence. Quand on est arrivé aux États-Unis, il y avait un concurrent principal, dont 80% de son activité était aux US, qui était là depuis un certain nombre d'années, qui avait été créé en 2006. Et la chance qu'on a eue dans notre histoire, c'est qu'on a pu racheter ce concurrent. Et ça nous a permis, de mieux comprendre la culture américaine, de disposer d'équipes sur le territoire, sachant qu'il faut comprendre que les États-Unis, c'est pas juste la côte Est ou la côte Ouest. Il y a d'autant de différences que d'États dans la culture, le mode de fonctionnement, la manière de vendre nos solutions aux clients. Donc ça nous a donné un vrai coup d'accélérateur sur le marché américain. Ça a effectivement aussi permis de tuer un concurrent, mais de renforcer les valeurs intrinsèques de Content Square, parce qu'aujourd'hui, on compte quelque chose comme 200 personnes en R&D qui sont réparties entre Paris et Tel Aviv. Cette société était d'origine israélienne, mais qui s'était exportée très tôt de par la taille de son marché intérieur. De compléter des secteurs sur lesquels on était peu présent, comme le software, le B2B, la finance, dans lequel cette société était très présente. Donc ça nous a beaucoup aidé, je dirais, dans notre parcours. Par rapport à ta deuxième question qui concerne les comportements, il y a des comportements qui sont très symptomatiques, notamment d'un pays à un autre. Donc on va comparer le français et l'allemand. Un Allemand sur 5 lit les conditions générales de vente avant d'acheter un produit. Aucun Français n'imaginerait les lire. Ils sont motivés. Ouais, mais ça fait partie de leur ADN et de leur mode de fonctionnement. Si on compare par exemple maintenant un Français et un Chinois, en Chine, avant d'acheter un produit, on regarde une vingtaine d'images du produit qu'on va acheter. Alors qu'en France, on va regarder 3 à 5 images. Ça vient aussi du fait qu'en France, on a 26 caractères, là où ils ont 5000 caractères dans leur alphabet, que Internet est arrivé plus tard. Donc, la consommation des pages était au départ lente, donc ils faisaient des pages très longues avec beaucoup d'informations et qu'ils ont l'habitude d'absorber beaucoup d'informations. Donc, il y a des vraies spécificités de comportement d'un pays à un autre. Est-ce que c'est pas justement ce regard que vous pouvez avoir chez Content Square sur des comportements dans différents pays qui fait qu'à un moment, tu es capable d'aller chercher des Tiffany et autres qui sont de fait internationales? Ouais, ça aide effectivement de pouvoir avoir une technologie qui est la même sur l'ensemble des pays et 2 qui nous permet d'avoir une approche spécifique et analytics d'un pays à un autre, mais même d'une industrie à une autre. La manière dont les gens se comportent dans une industrie va varier par rapport à une autre industrie. On a créé un énorme benchmark qui nous donne beaucoup de points de comparaison. On en a profité d'ailleurs pendant le Covid de mettre à disposition gracieusement une plateforme pour suivre l'impact du Covid sur le comportement de consommation. Secteur d'activité par secteur d'activité, pays par pays, sur le trafic, la manière dont les gens naviguent, l'engagement, la conversion, les ventes. Donc cette expertise sectorielle et pays donne effectivement beaucoup de valeur à nos clients. Parce que finalement, 3% de taux de conversion sur un slideshow ou X% des gens qui cliquent sur un menu d'un site, vous, quand vous êtes client, vous ne savez pas si c'est bien ou pas.
Et nous, Content Square, comme on est capable automatiquement de reconnaître chacun des éléments du site, on va venir apporter de la perspective et du contexte sur la performance de nos différents clients. Tiens, j'en profite moi aussi. Je voulais te remercier, Olivier, parce que Rakuten a été l'un de nos premiers clients en France d'abord, puis dans différents pays après, dont le Japon, d'où vient Rakuten. Et le fait d'avoir Price Minister et Rakuten comme une de premières références a eu beaucoup de valeur pour nous. Et surtout, au stade où on en est aujourd'hui, moi, j'oublie pas qu'on en est là grâce à des gens comme toi qui ont cru en nous. Donc, merci parce que nos clients sont nos trésors et tu nous as aussi aidé à continuer à croire plus grand dans notre aventure. Donc, merci à toi, Olivier. Écoute, je prends les merci, c'est sympa et c'est vrai qu'on a testé la solution Content Square, on l'avait comparé à d'autres. Alors, on n'est pas ici pour faire de la promotion, de l'autopromotion, mais c'est sûr qu'on est rentré dans une phase et au moment où tu lançais Content Square, le témoignage que j'en apporte, il est d'une part que effectivement l'expérience utilisateur était peut-être un peu trop négligée dans les sites de e-commerce français ou d'ailleurs globalement dans les services en ligne français, alors qu'il y a une culture de l'utilisateur et du produit beaucoup plus développée dans d'autres pays, notamment au Japon. Donc nous on a appris beaucoup ça. Ce que tu décrivais est intéressant, hein, sur le nombre de caractères, la typographie, etc. Ça explique parfois l'avance qu'avait le Japon d'ailleurs aussi, avant même les smartphones, sur ce qu'on appelle les feature phones, les premiers téléphones qui étaient connectés à Internet, le e-mode à l'époque, au début des années 2000. C'est aussi parce qu'il y avait des usages qui étaient très étudiés, très différents des Français. D'ailleurs, ça m'amène à une question après avoir encaissé avec plaisir ce remerciement, qui était de se dire, tu parles beaucoup d'international et tu es déjà très international. Est-ce que on essaie de déterminer les ressorts de la croissance, mais aussi les ressorts du succès de Content Square pour essayer de les faire partager et d'inspirer des jeunes entrepreneurs? On avait cette question tout à l'heure de Razeo qui disait finalement, est-ce qu'il faut lever de l'argent tôt ou pas tôt? Ce qui consiste à dire, est-ce qu'il faut d'abord aller chercher plus de chiffre d'affaires, lever de l'argent auprès des premiers clients? Ça permet d'éviter de se diluer pour ensuite aller chercher des investisseurs plus financiers. C'est les meilleurs investisseurs. Voilà, très souvent on dit ça, notamment en B2B. Je me pose la question aussi sur les ressorts de la croissance internationale. Est-ce que finalement l'expertise internationale, tu l'acquiers plutôt en faisant de la croissance externe et en acquérant des experts locaux qui peut-être amènent quelque chose, mais après modulo des problèmes d'intégration. Il peut y avoir des solutions technologiques différentes, des cultures différentes. On imagine bien qu'il y a des avantages et des inconvénients à la croissance externe. Qu'est-ce que tu favorises toi et qu'est-ce que tu recommandes à des gens qui sont sur une trajectoire qui serait d'ouvrir plusieurs pays? Je dirais deux choses. C'est qu'il n'y a pas de bonne réponse déjà, les deux fonctionnent. La croissance externe, il faut pouvoir la réaliser à un moment où on est prêt, où on a déjà coché un certain nombre de cases, où on a une organisation, où on a des process. Et ça vaut pour un développement de nouveaux projets. Notamment quand je suis parti aux États-Unis, j'avais la confiance que l'organisation qu'on avait en place en France et en Angleterre était déjà suffisamment solide pour que mon départ là-bas ne vienne pas impacter le fonctionnement de ces zones-là. Donc, on a mis récemment beaucoup d'énergie dans le M&A et le rachat de sociétés. On en a racheté 2 en 2019. ClickTail, dont je vous parlais, notre concurrent américain. Également Pricing Assistant, une super technologie, un adjacent par rapport à ce qu'on réalisait qui vient comparer et analyser les prix de vos produits versus ceux de vos concurrents pour adapter votre stratégie de prix et adapter votre stratégie d'e-merchandising et de produits. On a mis des équipes aussi dédiées sur le sujet. On a des gens qui sont des experts en intégration de sociétés dans l'entreprise. On a beaucoup communiqué parce que c'est aussi un choc culturel au sein d'une entreprise d'accueillir des nouveaux collaborateurs avec des perspectives qui étaient différentes des nôtres. Mais ça vient nous enrichir, ça vient nous apprendre énormément. Et je dirais que pour notre histoire, ça a été un vrai accélérateur sur le marché américain parce que le temps de monter ces équipes, de les former, de les déployer partout, d'embaucher les bonnes personnes, ça nous a fait gagner du temps dans la perspective de compréhension, de déploiement et d'accélération de ce marché. Maintenant qu'on a bien compris qui était Content Square, ce que vous faisiez, le financement, la croissance internationale, je vous propose qu'on passe dans ce qui s'est passé finalement depuis le 16 mars avec cette histoire dramatique de crise sanitaire et de confinement. Donc j'envoie, c'est un petit jingle qui va nous permettre de se rentrer dans ce monde de la crise. Je sais que je vous demande de rester
chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Alors on l'a dit pour Content Square, le confinement, c'est aussi l'histoire de la levée de fonds. Donc d'une certaine manière, dans une situation de crise particulière, toi tu as eu une très bonne nouvelle à annoncer, avec une levée de fonds considérable qu'on a mentionné tout à l'heure. Mais malgré tout, j'imagine qu'il y a aussi quand même des difficultés, y compris pour Content Square à travers le confinement. On fera peut-être un peu bref là-dessus parce que maintenant le confinement, bon, c'est derrière nous, mais d'une certaine manière, on est quand même encore dans la crise et la queue de comète de cette crise-là. Qu'est-ce qu'elle a eu comme impact chez vous en termes d'organisation, de management et peut-être aussi de commercial tout simplement? D'ailleurs, c'était peut-être pas la même chose d'un pays à l'autre. Ouais, je vais répondre à ça. C'est un sujet important et ça, à mon avis, affecté l'ensemble des entreprises. Dans le mode de fonctionnement au quotidien, étant déployé dans de nombreux pays, on avait déjà toute la structure, l'agilité pour pouvoir communiquer, continuer à fonctionner en interne. On y a mis plus d'énergie en créant des task force, des équipes dédiées pour le work from home, s'assurer que les équipes ont tout ce qu'il fallait, mais également les updater et sur l'évolution de la crise sanitaire qui diffère d'un pays à un autre. À l'heure auquel je vous le parle, on est toujours dans une situation de lockdown aux États-Unis, en tout cas du moins à New York. Et j'ai trouvé en fait que dans cette période, j'ai vu énormément d'engagement, de résilience, d'énergie de la part de nos équipes. On a fait le maximum pour justement éviter tout licenciement, tout chômage partiel. On a eu un plan de volontaire de la part de nos execs pour réduire leur salaire de 30%. Il y a eu une réaction incroyable de nos équipes qui ont eu le sentiment d'être plus soudées que jamais pour pouvoir traverser cette crise. Effectivement, ça a été une période où on était en train de lever de l'argent parce qu'on a démarré les toutes premières discussions en fin janvier 2020 et ça s'est terminé toute fin avril 2020. Donc, on était au cœur de ce sujet-là et notamment dans l'impact que ça peut avoir commercialement. Si on regarde, il y a eu des secteurs qui ont été plus touchés que d'autres. Le tourisme, la joaillerie, le luxe, dans une certaine mesure également la mode. Mais on voit aussi l'autre côté des choses où ça a été une super accélération digitale pour les entreprises. Hausse du trafic entre 100 à 500%, hausse des ventes en ligne, accélération de la maturité digitale, changement structurel plus que conjoncturel. Je vais raconter une petite histoire qui dure 30 secondes. Mais carrément. Mes parents se sont mis à regarder des films sur Netflix, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Mon beau-père s'est mis à jouer sur des plateformes de jeux en ligne. Des proches se sont mis à faire leurs courses en ligne, toutes choses qu'ils ne faisaient pas avant. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils continuent à faire ça. Donc ces changements, ils sont vraiment structurels et ils vont accélérer l'importance du canal digital et par répercuter l'optimisation de l'expérience et de la conversion dans un contexte où les clients ont pu réduire leur investissement en acquisition vont être, me semble-t-il, bénéfiques pour notre marché à moyen et long terme. Et du coup, est-ce que tu as le sentiment que les comportements ont changé, qu'il y a eu des nouveaux comportements des internautes, ou avec cette nouvelle arrivée de gens qui n'étaient pas forcément très digitales? Oui, on voit plein de nouveaux comportements parce que c'est des nouvelles personnes, des nouveaux utilisateurs, des futurs ou nouveaux clients pour tous ces sites web qui ont des attentes différentes, qui ne sont pas habitués à consommer ce type de canal, qui nécessitent des parcours spécifiques. Donc, ça a rebattu aussi les cartes dans l'ouverture d'esprit en se disant on va essayer d'avoir une approche différente et tous les clients sont mis à beaucoup analyser ces données pendant cette période, comprendre ce qui était important pour les utilisateurs afin d'adapter leur expérience, leur site web ou leur application mobile. Bon, on l'aura bien compris, hein, il y aura eu un avant et un après Covid pour Content Square et pour le digital, hein, d'une façon plus globale, ce qui nous laisse une transition parfaite pour notre prochaine rubrique. I have a dream. Alors on a tous effectivement, comme Martin Luther King, beaucoup d'espoir pour ce monde d'après. Mais quel après? C'est quoi l'après de Jonathan Cherki? Alors j'adore I have a Dream de Martin Luther King pour plusieurs raisons. C'est que, j'ai beaucoup de rêves.
j'ai des très grands rêves. Donc, je considère que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à réaliser. Mais également dans le contexte actuel, aux États-Unis, le sujet concernant Black Lives Matter est vraiment important. Il y a eu de nombreuses manifestations, beaucoup de gens qui se sont encore plus intéressés à ce sujet, et ce qui rappelle tous les efforts que l'ensemble des sociétés, nous compris, devons réaliser pour favoriser les enjeux de diversité et d'inclusion. Alors justement, je vais te laisser enchaîner sur tes rêves, mais justement sur ce sujet-là, quel est le rôle de l'entreprise et en l'occurrence de celle de Content Square? Je pense que les entreprises et celles comme Content Square doivent s'emparer de ces sujets, investir un peu plus de temps, d'énergie pour améliorer les enjeux concernant l'inclusion et la diversité. Et on a également plein de progrès à faire sur le sujet. Donc on a récemment créé des comités pour ce sujet, on y passe plus de temps et on va continuer à faire des actions qui vont permettre à notre petite échelle, continuer à essayer de changer le monde et d'en faire un monde meilleur. Mais est-ce que tu as des exemples? Parce que finalement, effectivement, on essaie de aussi trouver un peu des recettes et de dire qu'on a toujours un peu la crainte de l'amnésie et de revenir au monde d'avant. C'est ce que tu dis ou ce que j'entends à travers tes mots. Mais est-ce que sur ces questions d'inclusion sociale, de diversité, qui sont plus très préoccupantes aux États-Unis, mais la réalité c'est que c'est la vérité aussi en France, puisqu'on sait très bien que dans les startups, on a plutôt des blancs, plutôt des hommes, plutôt des grandes écoles, plutôt des gens issus des milieux urbains. Donc on voit bien que cette diversité, qui normalement devrait être possible grâce au digital et grâce à la flexibilité et à l'agilité de ce monde du numérique, c'est pas encore une réalité statistique. Donc est-ce que ces façons de travailler, est-ce que la crise du confinement ou un peu le contexte global, la quête de sens que réclament aujourd'hui tous les jeunes talents qui arrivent sur le marché, est-ce que c'est un sujet de réflexion et d'action assez concrète déjà chez vous ou pas encore? Déjà, je dirais que le sujet de la diversité, c'est un point fort dans le développement des entreprises. Si on donne notre exemple, le fait de racheter une boîte d'origine israélienne nous a ouvert des perspectives qui étaient différentes avec des cultures différentes. Le fait de commencer à se développer en Asie nous donne aussi une perception différente. Maintenant, tous les constats que tu as dressés sur la société actuelle sont vrais. C'est pas parce qu'ils sont vrais actuellement qu'il faut pas faire des efforts pour pouvoir les changer. Et on est au tout début. Et nous-mêmes, Content Square, je pense qu'on n'a pas été super bons sur ce sujet. Il faut qu'on fasse beaucoup plus d'efforts. Mais des cas comme cela sont aussi je dirais l'occasion de prendre encore plus conscience des choses à réaliser, de mettre autour de la table des réflexions, des gens qui sont prêts à faire avancer le sujet, de consacrer plus de temps et d'énergie là-dessus. Et on n'est qu'au début. Mais ce que je peux dire maintenant avec du recul, en ayant vécu à différents endroits du monde et en ayant racheté des sociétés qui ont des cultures différentes, c'est que la diversité a aussi beaucoup de bienfaits. Et sur la culture d'entreprise et les valeurs qui la fondent, on a justement une question de Nicolas Dufourc, le patron de la BPI. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Jonathan, c'est Nicolas Dufourc à l'appareil. Jonathan, ma question en sortie de crise du Covid serait la suivante. La crise du Covid a révélé l'ADN des entreprises, et on voit bien que c'est ce qui est le plus résilient, c'est ce qui est le plus durable. Ça nous ramène à la question des valeurs. Donc ma question est, quelles sont mettons, 3 grandes valeurs de Content Square qui vont accompagner l'entreprise, non pas dans les 2 ans qui viennent, mais dans les 20 ans qui viennent. Grosse ambition à 20 ans, on t'écoute. C'est une très bonne question et j'aime l'ambition long terme parce que l'objectif de Content Square, c'est pas juste de faire une belle entreprise qui va grandir, se développer, se revendre l'année prochaine, mais d'être une entreprise qui va durer dans le temps et qui va changer la manière dont les gens travaillent, en permettant à chacun des collaborateurs de comprendre l'impact de son job sur le revenu de la boîte, c'est ce qu'on fait via notre solution, mais aussi changer dans son mode de fonctionnement. Et quelque part, si j'avais un élément à mettre en valeur, je dirais que Content Square, c'est avant tout une super aventure humaine. Et qui dit aventure humaine, dit aussi valeur. On a 5 grandes valeurs dans Content Square. La créativité, on veut des gens qui pensent différemment et on les pousse à ça.
Et quand je marche dans la rue à New York et quand je vois ces tours plus grandes les unes que les autres, je me dis que aussi Content Square pourrait être une de ces futures sociétés-là. En tout cas, ça fait partie de notre ambition. Le team spirit, c'est hyper important pour nous parce que on travaille dur. Les gens se bagarrent, mettent beaucoup d'énergie, mais qu'il faut qu'ils le fassent de la bonne façon, avec beaucoup de proximité, beaucoup de relations entre les gens. Alors, on ne cherche pas à être conformiste, on cultive d'ailleurs une de nos valeurs qui est ce qu'on appelle l'uniqueness, le fait d'être différent par certains aspects. On a 38 différentes nationalités au sein de Content Square qui ont autant d'histoire et de culture et de valeurs à apporter. Et à la fin, je dirais aussi, c'est d'avoir un optimisme débordant, de garder cet enthousiasme qui fait la différence. Et finalement, les valeurs que je viens de vous citer, elles sont essentielles dans nos processus d'embauche, dans le fait d'avoir des gens qui adhèrent à ce fonctionnement. Et c'est ce qui fait, à mon avis, en tout cas, qui est un des ingrédients de réussite des entreprises, c'est d'avoir des valeurs fortes et de s'y tenir. Alors on va justement, puisque tu parles des valeurs humaines, etc., c'est intéressant d'approfondir un peu la question, et c'est justement celle de nos nouveaux partenaires, Neuflis OBC, qui embarque dans l'aventure 40 nuances de Next. Donc on va lancer une petite question de Laurent Garret, qui est le président de Neuflis OBC France, et ensuite tu pourras y répondre. Vous avez un message. Jonathan, bonjour. Je suis vraiment ravi d'échanger avec vous aujourd'hui. J'aurais une question. Nous avons connu une crise sanitaire assez grave qui a laissé ouverte une porte encore plus grande à l'usage du digital, mais aussi à un monde plus responsable. Donc, pour vous, en tant qu'entrepreneur, quelles sont vos orientations pour proposer une expérience client digitale qui puisse valoriser un capital humain à réaffirmer? Je serais très intéressé de vous écouter. Merci pour cette question. Il y a un mot que j'aime bien dans cette question, c'est capital humain. L'humain, c'est un énorme capital. C'est peut-être le plus gros des capitaux qui va générer de la valeur, encore plus dans un monde où beaucoup de choses s'automatisent. On n'oublie pas que derrière toute cette automatisation, il y a des gens qui font fonctionner ces machines. Et justement, comment le digital, pour rebondir sur la question de Laurent Garret, comment le digital peut justement valoriser et redonner toute sa place à l'humain? L'humain, il disparaît pas avec le digital. Moi, je vois pas d'opposition entre le développement de l'intelligence artificielle et la place de l'homme dans la société. C'est les craintes de beaucoup, peut-être fausses, mais c'est vrai que souvent on en entend qui essayent d'opposer les deux. Oui, mais si on voit d'ailleurs les plus grandes sociétés du monde, elles ont des capitaux humains très forts. Elles ont beaucoup de ressources humaines derrière. J'ai eu le plaisir d'avoir été invité au Forum économique mondial de Davos. Et ce qu'il en ressortait à ce forum-là en début d'année, c'est l'importance de créer dans un monde capitalistique, dans un monde où le capitalisme, je dirais, se développe et où les capitaux sont importants, de créer des valeurs fortes, d'avoir un fonctionnement où il y a du partage de valeurs à tout niveau, au niveau de la société, au niveau des collaborateurs, au niveau du monde dans lequel on travaille. Et c'est pour ça qu'on encourage au quotidien la prise d'initiative, le développement de l'innovation, le rôle des gens dans la société. Il n'y a pas beaucoup de hiérarchie chez Content Square. J'ai des relations avec n'importe quel type de collaborateur dans la société parce que je pense que la valeur, elle est chez tout le monde. La bonne idée, l'inspiration, elle vient de partout. Et pas uniquement des gens qui sont au plus haut dans la structure organisationnelle de la société. Donc je crois beaucoup à ça. Et qui justement, des fois, sont pas sur le terrain et très éloignés des vraies problématiques clients. Ouais, donc je crois beaucoup à la proximité entre les collaborateurs et en tout cas, on lance beaucoup d'initiatives pour favoriser ça. Je pousse les gens à prendre un maximum de risques. Alors justement, on va en profiter pour faire intervenir un de nos partenaires qui est la Tribune, à travers son directeur de la rédaction qui est Philippe Mabille, qui va élargir un petit peu ton propos. Vous avez un message. Bonjour Jonathan, ma question va porter sur Content Square et sa levée de fonds spectaculaire de 190 millions de dollars. Vous êtes une des licornes françaises, faites partie donc de ce groupe du Next 40, et je voudrais vous demander, alors on voit les GAFA être les grands vainqueurs
Je ne sais pas si ça va durer. Est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va rester les grands vainqueurs de la crise actuelle? Comment est-ce que des groupes comme le vôtre, avec des levées de fonds importantes, vont pouvoir venir, sinon les concurrencer, en tout cas prendre votre part dans le gâteau de la grande victoire du digital qui semble se dessiner dans le monde post-Covid? Alors c'est une excellente question. Pour vous donner un peu de perspective, aux États-Unis, avant Covid, le poids du digital versus le retail et les magasins, c'était 16%. Si on regarde maintenant, là, à l'heure actuelle, une stat qui est sortie il y a une dizaine de jours, le poids du digital représente désormais 27% en termes de transactions. Et malgré la réouverture des magasins, on voit que ces changements de consommation continuent. Je dirais que quelque part, pour venir concurrencer ou remplacer ces GAFA qui ont effectivement aussi beaucoup bénéficié de la digitalisation du monde, eux qui sont très digitales dans leur approche. Comment on fait? Et on a en face de nous en fait, des gens qui ont des ressources financières sans limite et aussi des ressources humaines nombreuses. Ça passe par de l'innovation, investir beaucoup, toujours, tout le temps. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est un peu plus moderne qu'on va l'être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Donc il faut continuer à investir massivement sur ce sujet. En fait, quelque part, l'une des plus grandes barrières à l'entrée pour se protéger de ces GAFA, c'est aussi de prendre des parts de marché rapidement. Donc de l'investissement, grandir. Parce qu'un client, quand il est content, il n'a pas de raison substantielle de changer. Donc continuer à garder la même énergie pour faire en sorte que les clients actuels soient contents, mais que aussi il y a un enjeu rapide de conquête de nouveaux clients. Partager cet apprentissage, ce savoir, le monde de demain, et je pense qu'on en a tous conscience aujourd'hui, c'est un monde basé sur l'importance des données. Il amène beaucoup de questions d'ailleurs sur le rôle de ces données, le respect de la vie privée. Ça amène aussi des questions sociétales. Mais je dirais que quelque part, un restaurant demain, peut-être que ce qui va compter, c'est pas uniquement le chiffre d'affaires qu'il va réaliser en livrant ou en proposant des repas, mais c'est en apprenant comment les gens ont consommé les repas, à quel moment ils vont arriver, qu'est-ce qui génère plus de goût. Donc, il y a tout un enjeu de savoir à venir développer. Et ça, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, peu importe leur taille, vont pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Nous, on a l'ambition d'être une entreprise qui va compter dans les 15-20 prochaines années. Sur ce sujet, je me permets de t'interrompre. Du coup, excuse-moi Thomas, c'est un peu pour rebondir parce que sur la question de Philippe Mabille, on parle de la comparaison avec les GAFA. On dit beaucoup que la Silicon Valley et que les Américains ont dominé un peu le monde à la fois du logiciel et de l'Internet. Les Chinois arrivent, là on met en avant le caractère international de Content Square. Mais dans un monde post-Covid qui nous fait réfléchir aussi à l'hypercroissance, à l'impact qu'on peut avoir et qu'on pourra laisser sur le plan économique et sociétal. Est-ce qu'il y a une voie française, on parle beaucoup de souveraineté en ce moment, notamment numérique, est-ce qu'il y a une voie française ou une façon différente? Est-ce que la seule solution, c'est d'aller encore plus vite pour rattraper les GAFA, courir derrière, etc. Ou est-ce qu'il y a une voie un peu spéciale? Tu parlais beaucoup des valeurs humaines, etc. Est-ce qu'il y a autre chose à imaginer qui serait la voie au sens VOIE ou VOIX française? Déjà, je dirais que la France a un potentiel énorme, notamment par sa R&D et son innovation. Si on compare à beaucoup de pays, le ratio qualité, prix, loyauté est très très bon en France en termes de R&D. Et je pense que c'est aussi un des critères de croissance de Content Square, c'est de bénéficier de gens extraordinaires, de super ingénieurs qui apportent toute leur expertise et leur savoir-faire. L'éducation qu'on reçoit dans nos universités françaises sont, à mon avis, un axe de différenciation, et c'est d'ailleurs compris par les fonds à travers le monde, les fonds américains ou les fonds asiatiques qui sont en train d'investir de plus en plus dans les sociétés françaises. Ce n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans. Et on voit ce mouvement de marché parce qu'il là, il se passe quelque chose en France. C'est ce qui a aussi permis l'émergence, parmi pas mal d'autres raisons, d'un écosystème fort de start-up. Alors, voilà française, je ne sais pas si c'est que français ou si c'est quelque chose qu'on retrouve dans les autres entreprises, mais je considère que d'avoir des valeurs fortes et une culture forte, c'est essentiel. Et si on regarde aussi les GAFA, elles ont, d'un certain point de vue, des valeurs fortes, qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas.
Donc je crois qu'on va voir émerger demain des champions mondiaux, français, européens, parce que le monde est global et qu'on a des gens qui ont des ambitions très fortes. J'ai l'impression qu'il y a quelque part une disparition de ce complexe français qui pouvait être présenté avant et qui aujourd'hui est en train d'être rebattu par une toute nouvelle génération qui a une ambition débordante. Tu parles des valeurs des GAFA. Hier, j'entendais un expert qui a bossé avec Facebook sur les questions de possible censure, avec cette idée quand même qu'il faut à un moment faire quelque chose contre les propos injurieux, racistes, xénophobes, etc. Mais en fait, dans certains autres pays, on leur demande plutôt de censurer des photos. On verrait par exemple 2 hommes s'embrasser ou se tenir la main. Et en fait, du coup, sur une réponse globale d'entreprise dans le monde, je trouve que c'est assez compliqué d'arriver à mettre des valeurs qu'on arrive à adapter partout. Je sais pas ce que tu en penses. C'est une bonne question. C'est pas simple parce qu'elle diffère d'un pays à un autre, d'une histoire à une autre. Donc, d'avoir les mêmes valeurs partout, c'est pas toujours évident. En revanche, on peut avoir des convictions fortes qui sont des convictions d'entreprise, je dirais chapeau, avec des déclinaisons spécifiques d'un pays à un autre. Les questions que tu viens de soulever sur Facebook ne sont pas des questions simples à traiter. Et parfois, il n'y a pas de bonne réponse. Mais en revanche, elles doivent être traitées. Et justement, est-ce que toi, tu as des questions comme ça très philosophiques qui touchent la boîte, son positionnement? Alors, tu n'es pas sur les mêmes enjeux que Facebook, mais néanmoins, tu as sûrement des réflexions qui se posent. On collecte énormément de données. Je vous disais tout à l'heure des milliards, c'est quelque chose comme 10 trillions, donc 10 000 milliards d'interactions qu'on collecte tous les jours. C'est des gros volumes de données. Donc se pose une question sous-jacente derrière qui est le respect de la vie privée. Et pour nous, depuis jour 1, il était vraiment important de faire de la vie privée un asset, un atout pour la société. Alors on a encore plein de choses à réaliser, mais typiquement, toutes les données sont anonymes, on ne connaît pas l'identité de l'utilisateur, on respecte GDPR ou CCPA aux États-Unis. Mais notre enjeu, c'est d'aller plus loin, de faire en sorte que finalement, dans un monde où la vie privée fait partie des valeurs sociétales, ça en devienne un axe très fort de développement et même pour nous un axe de différenciation. Donc on investit énormément sur ces sujets actuellement, mais qui amènent au quotidien beaucoup de questions. Quand on t'écoutait tout à l'heure, je me faisais une réflexion que je trouve amusante, que je m'étais déjà faite avec certains autres entrepreneurs du Next 40 qui, souvent, aux questions qu'on leur pose, répondent à leur interrogateur que c'est une très bonne question. Et je me disais que c'était peut-être une des clés pour faire de belles interviews et peut-être devenir des entrepreneurs à succès. Fin de la parenthèse. Thomas, mais si tu poses une question la prochaine fois que je te dis pas c'est une très bonne question, je le prendrai très mal. Elle est pas si bonne que ça. Finalement. Mais voilà, du coup, je vais être très attentif. Mais du coup, ça me permet une bonne transition pour parler plutôt de Jonathan Cherki, l'homme, après avoir développé un peu plus sur Content Square. On passe donc sur le canapé maintenant. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Vous venez d'entendre la première partie de cet épisode consacré à Jonathan Cherki, dirigeant de Content Square. On vous donne rendez-vous avec Olivier dans une seconde partie de cet épisode pour découvrir l'homme derrière l'entreprise. On ne peut que vous recommander en attendant de vous abonner à toutes les plateformes disponibles, iTunes, Spotify, Deezer, Podcast Addict et autres. Et on vous donne rendez-vous dans quelques instants. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.